Et bonjour à tous et bienvenue sur Y'a pas que la data, le podcast data, IA, tech, société et autres. On en est à notre troisième saison, premier épisode de la troisième saison. Je suis Pierre Vanier, fondateur et PDG de la société Flint, Chief Vibe Coder Officer. Je développe, j'adore la tech, mais j'aime aussi la société. C'est pour ça que je n'ai pas terminé à San Francisco. Je suis toujours accompagné de Thomas Memoun, Chief Data Science, qui est toujours à Montréal et qui travaille pour la société BRP. Salut Thomas. Salut Pierre, je suis lead data scientist chez BRP, Lead, mais lead Data Scientist, parce qu'il y a marqué Chief Data Science. Bref, t'es le chef. T'es le chef. Et aujourd'hui, je suis très content pour cette troisième saison, premier épisode, de recevoir quelqu'un que j'admire beaucoup, que je suis beaucoup dans sa pensée, son courant de pensée et ses prises de parole. Gilles Babinet. Salut Gilles. Bonjour. Donc Gilles, tu as beaucoup de casquettes. Entrepreneur à la base, tu donnes des cours aussi à HEC, préalablement aussi à l'INSP, tu es écrivain. Ton avant-dernier livre, alors Dieu, les hippies, c'est quoi le titre? Dieu, les hippies? Comment Dieu et l'AI et la science ont inventé internet. Ça, Alors je c'est précise ton juste parce que, dernier en livre. fait, le Ouais, titre original, c'était Comment Dieu et l'AI et la science-fiction ont inventé internet. ouais. Mon éditrice, me fait un pas trop, voilà. Elle a dit: ça rentre pas», c'est ça? Ça rentre pas dans Non, la. mais elle trouvait que c'était trop rock'n'roll. Moi, j'aime bien les titres rock'n'roll et on parlera aussi, très probablement de ton titre de bouquin à venir. Mmh. Peut-on vivre avec l'IA? Tu me dis si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça, ouais. Et j'adore le titre. Alors, il est moins rock'n'roll pour le coup, ton éditrice devait être contente. Mais par contre, moi, je trouve que c'est vraiment un titre, pour le coup, moi, c'est un titre qui va me faire acheter le bouquin, pour la bonne et simple raison que c'est que cette question qui m'anime et qui me tient éveillé depuis 3 ans, presque jour et nuit, 6 jours sur 7. Parce que Mmh. c'est vraiment une question centrale. Donc, j'espère y trouver mes réponses. Et je pense que tu as dû bien te prendre le cerveau pour écrire un tel bouquin. Alors justement, on va parler un petit peu. Tu as pas mal de sujets de prédilection. Bon, j'ai pas dit aussi que tu étais membre et coprésident du Conseil national du numérique, que tu étais aussi au démarrage d'une initiative qui, je crois, te tient vraiment à cœur, qui est Café IA, avec, je crois, plus de 700 cafés IA organisés l'année dernière, c'est ça? Oh, on Et est à beaucoup plus de 1000 aujourd'hui, là. à plus de 1000 et avec un très gros objectif, je crois, pour 2026, Ouais. quasi, quasi genre peut-être 10 fois plus. On Et a besoin d'avoir un peu moins de changement de gouvernement pour y arriver, quoi, parce qu'on a besoin de signer 2-3 conventions avec l'État et ça va être un peu le la limite du truc. s'il y avait un message à passer, le message est passé. On pourra en parler. Ben oui, cet enregistrement se fait le 10 septembre, donc 2 jours après le 8. Donc effectivement, où on a un changement, une alternance, enfin encore un changement, effectivement, sur tout ça. On va peut-être démarrer, parce que je crois que c'est un sujet qui nous intéresse vraiment tous. L'arrivée de l'IA comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, avec la fulgurance et la rapidité que ça a aujourd'hui, replace au centre du débat la double question de l'énergie et du climat. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que concrètement l'IA peut devenir une alliée du climat? Ou est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui crient au loup par rapport à l'IA et à sa consommation d'énergie et des data centers. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tous ces sujets en fait? Ouais, alors il y a une étude qui est sortie il y a très peu de temps, il y a, 15 jours à peu près, qui est backée par Stanford, et le MIT. C'est assez rare d'ailleurs que les 2 fassent des études ensemble, dans laquelle il est dit qu'en réalité, le potentiel de décarbonation, de l'IA est vraiment très sous-estimé et que, c'est probablement un facteur fondamental de transformation. Alors je sais qu'à chaque fois que je dis ça hérisse, tout un tas de gens, les anti-technosolutionnistes, les décroissants et cetera. Mais, je nie pas du tout qu'il y ait une grosse empreinte, carbone de l'IA en tant que telle. J'observe que c'est surtout une empreinte qui est due, aux IA génératives, mais que, dans les supply chains, dans, les systèmes de production,
dans les systèmes énergétiques, bah, on a des bonnes raisons de penser que mettre l'IA, ça peut être extrêmement efficace au sens large et qu'on le fera certainement dans les années et les décennies qui viennent pour le plus grand bien de l'environnement. Donc tu veux dire en fait, si je comprends ce que tu veux dire, c'est que les gains, obtenus, par, une démocratisation et un développement de l'IA dans nos industries, dans nos entreprises, à différents degrés, vont et sont bien au-delà, des effets, et des effets de la consommation énergétique qu'on peut voir de prime abord et qui est la première chose qu'on voit aujourd'hui, mais on ne voit pas vraiment ses effets en fait. En fait, je le dis pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un vrai problème avec les entraînements de modèles, les GPU des data centers. Voilà, les estimations vont de 600 TWh pour 2029 ou 2030 jusqu'à 1200 TWh. La France, c'est 440 TWh. Donc c'est quand même considérable. C'est plus que la France, juste pour l'IA. Mais je pense que si on se place dans une perspective de temps plus long, on a toutes les raisons de penser que l'impact est probablement des décuples de ça, et que, c'est très bien, d'alerter sur les risques de l'IA environnementaux, mais il faut aussi voir cet aspect-là. Ouais, donc ne pas, tu veux dire de prendre le système dans son ensemble et pas seulement ses effets négatifs, mais la forte capacité d'effet, très, très positif sur un temps plus long, en fait. Ouais, exactement, Et l'eau, parce qu'on parle d'énergie, mais par exemple, tu vois, moi j'avais vu un article sur les data centers de Meta. Il y a pas que l'énergie, mais il y a aussi l'eau, qui est pour le refroidissement. Est-ce que tu as il y a des solutions ou est-ce que, on agite encore un épouvantail ou c'est un vrai sujet, en fait, le sujet de l'eau? Parce que, il y a des endroits, on le voit avec le climat, des endroits où il y a de plus en plus de sécheresse. Les data centers sont consommation d'énormément d'eau. Est-ce que c'est un vrai sujet ou pas? en fait, si on rentre là-dedans, il faudrait faire vraiment une conférence, enfin une session consacrée à ça, parce que il y a beaucoup de choses à dire sur les sujets énergétiques, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur le sujet d'eau. Dans certains cas, quand on parle d'utilisation d'eau, on parle de réchauffement de l'eau. Donc c'est pas tout à fait une utilisation en tant que telle, c'est-à-dire que l'eau, elle ressort du data center, mais plus chaude. Comme les Euh, centrales nucléaires. un peu comme les centrales nucléaires. Alors, pour le moment, on ne sait pas utiliser d'eau salée dans les data centers, ce qu'on commence à faire beaucoup dans les centrales nucléaires, ce qui est, voilà, résout une partie du problème. Mais je crois qu'il faut aussi avoir à l'esprit que probablement les estimations qui sont faites pour 2029-2030 ne se réaliseront pas, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça correspondra à un accroissement de production de GPU qu'on n'est pas sûr de savoir faire. Pour le moment, ça ne correspond pas avec les estimations de croissance de production de Nvidia et consorts. Et deuxièmement, parce qu'on ne sait probablement pas produire l'électricité qui est nécessaire, même avec de l'énergie thermique, là-dessus. Troisièmement, parce qu'il y a beaucoup plus de RFQ double, c'est-à-dire de demandes de construction de data centers, qui sont faites par des acteurs qui sont les mêmes en réalité. C'est-à-dire qu'ils passent par plusieurs prestataires pour construire des data centers. Je crois qu'aux États-Unis, il y a quelque chose comme 700 demandes de data centers de plus de 200 mégawatts actuellement sur les États-Unis. C'est Ça ne gigantesque. correspond pas à la réalité. C'est la Mmh. même chose pour les commandes de GPU. On peut commander des GPU, les annuler plus tard. On a manifestement une sorte de bulle qui fasse dégonfler d'une manière ou d'une autre. Donc, on peut challenger la réalité des 600 TWh au sens large. Ça n'empêche pas qu'on a un problème. On reste, même si c'était 200 TWh, ça reste un vrai problème sur ce sujet. Et puis après, il y a vraiment ce sujet de l'eau sur lequel, oui,
la densité énergétique des GPU est telle qu'on est obligé d'utiliser de l'eau pour le refroidissement, mais cette eau, elle n'est pas toujours elle est pas toujours, perdue. C'est-à-dire que voilà, il y a, les refroidissements adiabatiques qui sont des refroidissements, plutôt à air, qui sont parfois doublés de refroidissements à eau. Donc il faudrait rentrer dans la réalité de ce dont on parle, et moi souvent j'observe des chiffres qui viennent des ONG, plutôt, écologistes. Par exemple, qui dit, sur Kroll, la production de microprocesseurs à Kroll, ça use tant d'eau. Mais non, c'est totalement faux. Ça prend d'eau dans la rivière, ça l'utilise pour les process et ça la remet dans la rivière avec 2 degrés de plus. Mais ça utilise pas tant d'eau, on peut pas dire ça. Voilà, donc on a la même chose, évidemment à l'égard du nucléaire, qu'on accuse d'être, consommateur de 50 de l'eau grise, française. C'est pas vrai, ça la remet dans la rivière pour une très, très vaste majorité de cette eau et donc il y a un abus de langage autour des chiffres qui est problématique. Je voulais aussi revenir sur un point puisque tu as aussi sorti un livre l'année dernière, en 2024, qui s'appelle Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat, c'est bien ça? Exactement. Ouais, ça c'est un point qui est très intéressant et je voulais revenir aussi sur une étude, qui a été menée cet été par deux grosses entreprises, c'est Mistral côté France et Google. Je ne sais pas si tu les as suivis, où ils essayaient de mesurer l'impact carbone, des modèles et en l'occurrence, donc ça va nous permettre de revenir sur le sujet des data centers. Google disait, ils ont fait tout un énorme papier dessus où je minimise un peu, mais Google disait que Gemini, si on faisait une query en texte, c'était égal à peu près à 9 secondes de télé, quand on regardait la télé. Et de l'autre côté, on a Mistral qui a fait une étude qui est un peu plus poussée et je pense un peu plus réaliste. Il y a eu pas mal de sujets, on vous partagera les liens aussi aux auditeurs. Ils essayaient de départager en 7 étapes, les modèles et pour eux, le data center, ça n'est que, 1 de la consommation en eau, en matériaux, dans l'écosystème de l'intelligence artificielle et ce qui coûte vraiment cher, enfin cher en termes de footprints, c'est le hardware en tant que tel et l'entraînement des modèles. Mais les data centers, c'est vraiment minime. Est-ce que tu as Tu quelque veux dire chose la à... partie inférence, en fait, entre l'entraînement et ensuite l'inférence quand on fait une requête Non, non, mais sur aussi Ouais, ChatGPT. aussi l'apprentissage. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que CAPEX versus OPEX, en termes d'empreinte, bah, c'est CAPEX qui emporte toute l'empreinte. Mais bon, ça c'est assez connu et surtout en France. En France, l'énergie, elle est électrique, elle est quasiment totalement décarbonée. Je veux dire, on tourne en ce moment, on doit tourner à quelque chose comme 20 grammes, d'émissions de CO2 par kilowattheure. On est quasiment le pays avec la Norvège le plus bas au monde, en matière d'émissions de CO2 grâce au nucléaire. Donc en réalité, le problème se pose pas tellement, là-dessus. C'est là où il peut se poser, c'est les effets de substitution. C'est-à-dire que cette énergie, est-ce qu'on l'aurait pas exportée? Est-ce qu'elle aurait pas remplacé une énergie carbonée? Voilà, donc quand on commence à rentrer là-dedans, c'est plus compliqué, Ouais, tu veux et dire ailleurs, en fait, finalement. Est-ce oui, que le oui, fait parce qu'on la que garde pour nous, pour un data center, et qu'on l'exporte pas pour un pays sous-développé enfin un pays sous-développé, l'Allemagne est encore majoritairement au l'Allemagne. charbon et au gaz et à tout ça, hein, donc Exactement et donc l'énergie qu'on va utiliser dans les data centers chez nous, d'ailleurs c'était tout le pitch qu'on a fait aux gens qui voulaient installer des data centers. On leur a dit: «Venez en France parce que, l'énergie est super décarbonée». Ben c'est de l'énergie qu'on n'exporte pas en Allemagne. Actuellement, là, l'Allemagne, ils sont à 355, grammes de CO2 par kilowattheure et la France est à 18. Voilà, ça, c'est les chiffres officiels, hein. Vous allez sur Electricity Map, vous comparez ça. Donc la France est actuellement avec la Norvège, la Norvège est entre 17 et 21, 17, 21, 13, 21, voilà donc on est champion du monde, quoi. Enfin pour quelle vraiment, raison, excuse-moi, la Norvège? Parce que la Norvège, ils ont parce que la Norvège aussi, de l'autre côté, c'est quand même, un des pays exportateurs de pétrole de les pétrole, ouais. plus importants, on est d'accord, non? Ouais, ouais, mais c'est les lacs barrages. En fait, la Norvège, quand on y va, c'est un pays très montagneux.
Ah oui, C'est donc les il y a les vallées, fjords, machin, et cetera, voilà. et cetera, OK. Et donc l'énergie, elle est à, heu, Presque 80, actuellement, heu, elle est à 77% hydraulique mmh. et le reste c'est éolien. Ce Voilà. qui est quand même après, c'est aussi un petit peu marrant parce que de l'autre côté, le pays exporte, un certain nombre de barils de l'autre côté et ça, c'est pas pris en compte par contre. Ouais, Bon, bon, voilà. C'est comme ça, excuse-moi heu Thomas, tu voulais poser une Non, question à Gilles? c'était par rapport à ça. Est-ce que ça vaut le coup de comparer les études de Google qui sont aux États-Unis, mais qui aussi profitent, du Canada avec les barrages, canadiens et les modèles qui sont faits en France et en Europe? Est-ce qu'on peut vraiment comparer des pommes avec des pommes ou c'est vraiment 2 choses complètement différentes et ça vaut pas le coup de les comparer? non, mais encore une fois, moi, je pense que une fois quand on est en dessous de 100 grammes, par kilowattheure, franchement, l'enjeu il y a plus vraiment d'enjeu, quoi. Le sujet, c'est la substitution. C'est-à-dire qu'on est en train de construire un réseau de transport européen intégré. Heu, le 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 sud de la Suède est très interconnecté avec l'Allemagne et la Pologne. La Pologne, ils sont à 474 grammes là, au moment où je vous parle. Bon, mais c'est dommage de ne pas prendre de l'énergie norvégienne pour pas l'exporter en Pologne, quoi. Ça serait, voilà, et c'est ça qui est en train de se passer en réalité. C'est de la substitution. Si on avait un grid européen très intégré, ben, voilà, quelque part, il vaudrait mieux qu'on exporte de l'énergie décarbonée plutôt qu'on la mette dans des data centers, quoi. Donc il y a quand même un sujet dans l'absolu de consommation. Même si l'énergie est de très bonne qualité, le fait de tirer sur le réseau, à la fin, le dernier producteur, c'est le plus carboné. Quand on appelle de la ressource sur le réseau, c'est le dernier producteur qui est le plus carboné. C'est-à-dire qu'on commence par lancer les trucs qui sont l'éolien, l'hydro, le solaire. Après, on lance le nucléaire, parce qu'on considère que le nucléaire, c'est une ressource finie, donc on le lance après là-dessus. Puis après, on lance le gaz, le fuel, la lignite, le charbon, enfin le charbon, la lignite. Voilà, c'est l'ordre dans lequel on appelle les choses sur le réseau. Donc à la fin, il y a toujours de la lignite. Et c'est ça qu'il faut éviter. Ça me fait poser une question qui peut-être est très large. C'est, aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs européens qui essayent de concurrencer, l'hégémonie des États-Unis, à la fois sur les modèles, sur les data centers et ce genre de choses. Je pense à des acteurs, j'ai pas de nom en tête au moment où je vous parle. Hem, Quand ces data centers veulent s'implanter en Europe, hem, est-ce que les enjeux, ils sont juste pour la gouvernance, des données ou il y a aussi un enjeu de consommation des énergies? Oui, en fait, quoi qu'ils en disent, les constructeurs de data centers, même s'ils disent que ça joue pas dans l'équation, c'est important pour eux parce que, ils savent que, un jour il y aura plus Trump et que, il faudra payer les externalités carbone de ces trucs-là, quoi. Donc c'est un vrai sujet et c'est ce qui fait qu'on a remporté beaucoup des RFQ, où il y a des data centers qui sont en cours de construction en Oui, oui, France. tu parles de notamment, cet événement-là, de l'événement international France qui a eu en février où Voilà, c'est ils ont ça. annoncé les 109 milliards, il y a eu Microsoft, et cetera, et cetera. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est un OK, sujet qui est important. C'est un sujet qui est important. OK. On pourrait de toute façon, comme tu l'as dit, rester, passer une conférence entière, sur tout ça. Mais ce que je Ouais. retiens aussi, c'est que quand même, dans ce que tu dis, c'est: «Ne crions pas trop, trop, trop au loup», finalement. Faisons attention et je crois que j'aime bien aussi ton idée là-dessus, à ne pas trop polariser, le débat, oui l'IA, tout est mauvais, oui, les énergies renouvelables, tout est bon, oui le nucléaire, tout est mauvais et cetera. Mais d'envisager la problématique quand même avec ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de moins bon, le temps court, le temps long, et tous les éléments qui font que le système est un système complexe et qu'on ne peut pas le réduire très simplement à c'est juste mauvais, arrêtez de faire des requêtes ChatGPT tous demain. Non, et puis par ailleurs, il y a un truc qui est quand même important, c'est qu'on commence à toucher les limites des LLM. Il y a un C'était très minoritaire, il y avait deux trois personnes, Gary Marcus qui portaient cette voix-là, Yann Lequin et d'autres. Aujourd'hui, là, on voit bien que,
on a des problèmes d'alignement très profonds, on a des problèmes de sens dans les LLM qui sont importants et qu'il faut Les qu'on change de hallucinations. technique d'hallucination. Et on a un premier papier qui est sorti du FAIR chez Meta qui montre une performance des modèles de monde très importante. Et ces modèles-là sont des modèles qui sont d'un ratio énergétique incomparable avec les LLM. Tu veux dire beaucoup moins consommateurs? Beaucoup moins consommateurs. OK, OK. Mmh. Les modèles mondes, c'est les world models ou on parle pas Du du tout world de la model, C'est même? ouais. ça. Ah ouais, Ok. c'est ça. Mmh. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les world models rapidement? Alors les world models, c'est des modèles qui intègrent des données que moi j'appelle des données implicites. C'est-à-dire qu'il y a les données explicites, c'est celles en gros d'entraînement classique qui viennent du web où on avale, je veux dire, tout Wikipédia et consorts. Et puis les modèles de monde, on intègre ce qui ressemble par exemple à ce que moi je vois. Donc les lunettes de chez Meta sont vraiment bienvenues dans ce genre de choses. Et l'idée, c'est d'être capable de créer des sortes de bouclettes qui correspondent à des réalités, en fait. C'est, par exemple, j'entends quelqu'un qui sonne, et ben, je me lève pour aller répondre au téléphone. Voilà. Donc ça, C'est une c'est meilleure représentation du monde physique. exactement. Ok. Et en fait, j'aime pas appeler ça des modèles symboliques parce que ça reste quand même stochastique et voilà, mais ces boucles, elles sont simples en fait. Elles sont assez simples et elles évitent des consommations très importantes d'énergie une fois qu'elles se Mhm. sont formées. Donc c'est un peu ça l'idée des modèles de monde. C'est pas forcément des modèles symboliques, c'est pas l'IA symbolique, hein, là-dessus, c'est plus IBM qui travaille sur ces sujets-là et c'est aussi assez prometteur. Mais c'est quand même, c'est des modèles séquentiels. C'est peut-être pas, c'est plus proche de l'IA agentique d'une certaine manière, sauf que c'est de l'autogénératif. C'est des systèmes qui s'autogénèrent. OK, ouais, ouais, il y a, je crois, Fei Fei Li qui en a reparlé aussi et qui disait, Récemment, dans un effectivement, podcast, elle disait, Fei ouais, Fei là il y a Li deux qui est jours. une des inventrices des systèmes, d'IA de reconnaissance d'image avec Yann Lequin Ouais, à toute cette époque-là avec ImageNet et cetera et elle a inventé ImageNet. Ouais. elle disait: «Mais, en fait, l'IA, enfin, l'intelligence, par contre, l'intelligence humaine, on réfléchit pas comme des LLM avec le next token et le prochain token, etc. On a une représentation mentale du monde. Là, j'ai la représentation de Gilles en face de moi avec Thomas. Et je les imagine et je vois ton fond avec ta bibliothèque. Et j'ai une représentation du monde avec tout ce qui va avec de corrélation, de conséquences, de causalité, de la gravité, etc., etc. Et aujourd'hui, les LLM sont limités, même voire plus que limités par rapport à cette compréhension du monde. Et c'est aussi, comme tu le disais, ce que prône Yann Lequin en disant à plusieurs reprises, les LLM sont morts, je n'y crois pas. Lui, il croit dans des modèles qui s'appellent GEPA, je crois, Ouais, les au GEPA, sein de... c'est des modèles de Voilà, monde, les GEPA. exactement, exactement. Et donc, toi, enfin, potentiellement, on arrive à cette limite et on est un peu en attente d'une disruption à l'image du papier Attention is all you need, des GPT, des Transformers, etc., qui ferait qu'on passe à autre chose. Alors je pense que le Attention is all you need, on l'a déjà eu dans les modèles de monde. Il y a deux, trois papiers très fondationnels qui ont plutôt deux, trois ans d'ailleurs là-dessus. C'est juste qu'on a le même phénomène que lorsqu'il y a eu Attention is all you need, c'est que les gens disaient c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Et il y a eu très peu d'équipes en réalité qui se sont emparées de ça. Donc Attention is all you need, c'est 2017. Ceux qui se sont emparés de ça, c'est OpenAI. Alors qu'ils étaient sur d'autres modèles, hein. OpenAI a été créé en 2016 et ils se sont dit: «Waouh, ça a l'air hyper prometteur, il faut qu'on essaye. On a 1 milliard de dollars à notre disposition, on peut en consacrer quelques dizaines de millions, pour faire GPT-1», ce qu'ils ont fait et ça n'a pas été totalement concluant. Eux, en interne, étaient très contents de GPT-1, mais ça n'a pas été salué par la communauté scientifique comme une avancée, majeure, mais ils ont persévéré, la version qui a convaincu le grand public, c'est 3 puis 3.5,
Tout à fait. essentiellement. On est dans la Tout à même fait. situation avec les modèles de monde, je pense, c'est-à-dire qu'on est un peu en 2017, à l'égard de ou 2018 à l'égard des modèles de monde, quoi. Sauf que la petite différence, c'est que ça va tellement vite que le temps, qu'il a fallu entre 2017 et 2022 pour arriver à ChatGPT, et GPT-3 et cetera, aujourd'hui en 2025, il n'est pas impossible qu'on ait des modèles de monde, au deuxième trimestre 2026 potentiellement, puisque tout va Alors, beaucoup plus vite. on en a déjà, hein, les GEPA, sont une réalité. La question, c'est qu'on va avoir des problèmes d'alignement, mais de nature probablement très différente de ceux qu'on a connus et on n'a pas encore les techniques d'alignement, qui sont on commence à savoir aligner les Comme on avait LLM. le RHLF, en Voilà, post-training exactement, avec les LLM, où en fait on exactement. utilisait des humains et une armée d'humains qui étaient là en Ouais. fait un petit peu pour, genre, recadrer quelque part en fait, l'image est un peu comme ça, de recadrer les réponses des LLM qui partaient, des fois dans le mauvais sens. Alors le RHLF, c'est plutôt, une technique un peu ultime, mais ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt à faire du filtering, en amont de la production des LLM, et on la raison pour laquelle on produit beaucoup de LLM, c'est que, on a sans cesse des idées nouvelles sur, comment faire les techniques de filtrage pour optimiser ces Et puis que modèles. tout l'argent, et c'est une quantité considérable d'argent, va complètement sur ces choses-là aujourd'hui en fait. En fait, j'étais très étonné, de voir que Sam Altman expliquait que, en fait, dans les quantités énergétiques qu'ils dépensaient pour, l'ensemble d'OpenAI, il y avait plus de la moitié dans la production de modèles. Ils ont 700 millions d'utilisateurs, donc moi je pensais que l'inférence, c'était 98 de leurs En besoins fait non, c'est énergétiques. 50%, c'est ce que tu En dis. fait, c'est 50, ouais. C'est ouf. Ah ouais. Ouais. Donc 5 le reste, c'est, on teste des trucs, des nouveaux modèles, on fait de la Ouais, ouais, ouais. recherche et cetera. Ouais, ouais. On entraîne, et cetera et cetera. Ouais. Ouais, c'est assez marrant. C'est une vision Ouais, qui est quand même intéressante puisque avant on avait de la recherche et le développement pour faire de l'innovation en tant que telle, mais aujourd'hui, dans le cas de l'intelligence artificielle où on a besoin de données, la recherche et le développement, elle passe aussi par le test et la validation de modèles. Et tu parlais de RLHF, donc c'est le Reinforcement Learning par Human Feedbacks. Ça, c'est juste pour les auditeurs. Donc, c'est le fait de dire oui, je suis d'accord avec la proposition, non, je suis pas d'accord, et ce genre de choses aussi. Et Je voilà, te qui a laisse. été un moment considéré comme la clé, en fait, de l'amélioration des modèles. On s'est dit: «Waouh, c'est génial, en fait, ça va s'améliorer tout seul». Souvent, quand on voit 2 propositions, en fait, c'est pour pouvoir améliorer le modèle, et on disait tout de suite: «Les gens qui ont de la data dynamique de type X vont être beaucoup plus forts que les autres», et c'est vrai que d'ailleurs ça leur donne un certain avantage, mais en soi, ça suffit pas du tout. C'est-à-dire qu'on a des problèmes structurels dans le fait que ces systèmes sont, complètement stochastiques, qu'ils ont une perte totale de sens, c'est-à-dire qu'il y a aucun sens dans ces trucs-là. Et même est incapable de comprendre ce qui se passe, quoi. C'est vraiment, et qu'on se rend compte que, c'est bien beau d'avoir des modèles statistiques et c'est quand même très impressionnant d'arriver à avoir une qualité de réponse comme ça, mais qu'on est un peu en fait, quand on augmente l'abstraction, on a un effondrement des modèles et donc quand j'augmente le contexte, quand on se dit, en fait, c'est Babinet qui est en train de faire, un interview avec, Pierre et Thomas et ça se passe à telle date, et ils sont en train de parler de tel truc, mais en fait, leur histoire personnelle, c'est ça à chacun et donc voilà et en fait, le modèle, il s'effondre. Il n'arrive plus à comprendre. ouais, tu arrives à Ah, une surcharge comprendre étant contextuelle. pas le bon mot, ouais, 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 ouais. bien sûr. Du coup, ça m'amène à une question, plutôt, IA et société, et je sais que, tes différents rôles font aussi que tu es très présent, dans la société avec le Café IA, avec le Conseil national du numérique et d'autres initiatives. Selon toi, l'IA, peut-elle renforcer la démocratie, ou au contraire, l'affaiblir? Vaste question, Ouais. Alors c'est la question fondamentale, c'est vraiment le sujet, profond. Pour le moment, l'histoire du numérique, c'est plutôt un affaissement de la démocratie. C'est-à-dire que on renforce, les boucles d'enfermement, on renforce la colère, on a tout un tas d'études là-dessus.
la montée du populisme est largement due aux réseaux sociaux, et donc on a une vraie inquiétude sur ce sujet. Les facteurs d'inquiétude à l'égard de l'IA, ils sont connus, c'est le fait de créer des armées de bots automatisés, donc qui vont accroître la polarisation, la déstabilisation, l'ingérence étrangère, etc., etc. Et puis, il y a un autre facteur qu'il ne faut pas nier, c'est potentiellement le renforcement des inégalités, avec des fortunes absolument colossales qui vont se créer autour de la distribution des gains de productivité. Et donc, normalement, si on était dans un monde normal, il faudrait qu'il y ait un monde très multilatéral, avec beaucoup d'accords, le maintien d'un niveau de concurrence élevé pour que la valeur profite à l'usager plus qu'aux plateformes. Et c'est ce qui se passe actuellement, d'ailleurs. On a beaucoup de concurrence. Et moi, par exemple, j'ai arrêté mon abonnement sur OpenAI parce que, bah, en fait, quand OpenAI me dit, bah, là, tu as trop posé de questions aujourd'hui, c'est fini, je passe sur Gemini, sur Claude, sur je ne sais quoi. Et en fait, c'est plutôt sympa parce que ça me pousse à utiliser plein de plateformes différentes là-dessus. Donc ça, c'est le marché. Et là, notre usage de l'IA est sponsorisé par les VC en réalité là-dessus. Ça peut durer un certain temps à cet égard. Il faut On est s'assurer qu'il y a des biberonné par la Silicon Valley aujourd'hui, force est de voilà. constater. Mais l'autre aspect, c'est s'assurer que ces modèles ne sont pas sous influence politique. Donc Grok, par exemple, c'est Elon Musk, c'est un problème sur ce sujet. Les Zuckerberg, modèles chinois, c'est un autre problème. les modèles DeepSeek, c'est un autre problème, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai sujet. Puis après, il y a un autre sujet, c'est quelle société on construit dans un monde de productivité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que moi, je pense que la démocratie libérale, à l'aune de la technologie, elle nous a poussés à être très isolés. J'ai plus de service public où je discute avec la fille en face de moi ou le gars en face de moi. Il y a plus de service militaire. Les gens ne font plus leurs courses et rencontrent plus leurs voisins dans les allées des supérettes de quartier ou de magasins de quartier là-dessus. Il y a plus d'office. Ils vont plus dans les offices religieux où ils se rencontraient auparavant. Il y a un gars qui s'appelle Robert Putnam qui a beaucoup étudié la montée du populisme aux États-Unis et qui dit bah, la technologie a poussé les sociétés, les démocraties libérales à leur climax, à leur extrémité, et nous a complètement granularisés, isolés les uns des autres, et on n'a plus les 3 heures de conversation désagréables qu'on avait chaque jour, où on rencontre des gens qui sont pas de notre milieu, qui sont différents de nous, et voilà. Et il fait une Et donc, corrélation, hein, c'est ça, entre les écrans, la télévision aux États-Unis et maintenant les écrans avec les réseaux sociaux, Internet, etc. Et que, en fait, tu as une montée, tu as une corrélation entre le temps d'écran et le côté montée des nationalismes, c'est ça? exactement, des nationalismes et du populisme au sens large, hein. Et donc, il va falloir. Le paradoxe de tout ça, c'est que la solution, elle réside dans le politique. Donc le politique est le plus déprécié de toutes les fonctions quasiment d'un système social aujourd'hui, mais c'est aussi la solution. C'est-à-dire que la politique, c'est la concrétisation d'une vision partagée. Et moi, si j'ai fait Café IA, c'est pour que les gens comprennent ces sujets et finalement se remettent ensemble, alimente finalement le débat politique et qu'on crée un modèle de société post-IA, entre guillemets, c'est-à-dire qui intègre la notion d'IA. C'est très ambitieux, j'y arriverai sûrement pas, mais au moins j'aurais essayé. C'est le moment de parler du café IA, on va en profiter. C'est quel est l'objectif? Comment ça fonctionne? Moi, je l'ai vu de temps en temps, mais je sais pas quel est le principe même. Ah, chez toi, à Montréal, c'est pas du café IA, c'est une poutine IA, excuse-moi. Non, voilà, si tu peux nous en dire plus, Gilles, sur le café IA. Alors c'est marrant parce qu'on a des gens de Québec qui nous ont contactés pour les aider à faire des cafés IA. L'idée c'est, les gens ont peur, et ils ont le sentiment de subir plutôt que d'être acteurs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des débats autour de l'IA, qui sont vraiment des débats très ouverts, très inclusifs, et on leur explique ben, que ça n'est pas magique, on leur donne les clés des débats sur l'emploi, la création de richesses, la désinformation, les grands sujets de société en fait là-dessus.
et on leur donne une feuille de route personnelle sur comment est-ce qu'ils peuvent rester au-delà d'un café IA, actifs autour de cette thématique. Voilà, et notre objectif, c'est de réarmer la démocratie. OK, comment ça fonctionne? Ils font appel à toi directement? C'est un service? C'est une C'est comment ça une fonctionne? association, enfin, c'est une OK. association, c'est une agence de l'État, et qui repose sur, des acteurs qui sont soit bénévoles, soit, des gens qui sont rattachés, aux collectivités territoriales et qui organisent des cafés IA en suivant la charte qu'on a mise sur, le site web caféia.org. Et heureusement que c'est pas moi qui fais tous les cafés IA parce que comme on en fait plusieurs dizaines par semaine, j'y arriverais pas ou ce serait compliqué. Et en fait, l'idée, c'est de l'année prochaine d'en faire, entre 15 et 20 000. Et OK, c'est hyper intéressant. Mais le constat, il vient d'où? Ça provient de discussions que vous avez eues? C'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux? C'est une crainte généralisée? C'est puisqu'en ce moment, par exemple, on met beaucoup la faute sur l'IA. Ouais, ouais. C'est de la faute de l'IA, c'est l'IA qui fait ci, c'est l'IA qui crée les problèmes. Est-ce que ça vient de là ou c'est une volonté d'éduquer, simplement? En fait, le constat, moi, je l'ai vu il y a longtemps. Je l'ai vu en France, on a les compteurs Linky, donc qui mesurent C'est vrai? l'électricité qu'on consomme. Et Ouais. il y a 8 ans, les gens, étaient très énervés contre ce truc-là. Donc moi, j'avais fait quelques débats là-dessus. J'avais vu cet énervement et puis après on a eu la 5G, j'ai revu ça, là-dessus. Après on a eu les services publics avec les gilets jaunes, je l'ai revu encore et on s'est dit: «OK, on va aller regarder comment c'est avec l'IA» et on a vu que c'était une très très grosse angoisse des gens et on s'est dit: «OK, cette fois, il faut qu'on passe à l'échelle». Selon toi, c'est propre à la France ou c'est Non, mondial c'est ce mondial. Les ouais. États-Unis ont plus d'appréhension encore que la France, sur ces sujets. La France, c'est un des pays les plus inquiets, à l'égard de ce sujet, mais probablement parce que, ben, la France, c'est aussi un pays qui se cherche beaucoup. Il y a beaucoup de débats là-dessus, sur le modèle de société, que l'on devra adopter, voilà, donc on est le deuxième pays le plus inquiet après les États-Unis, dans les pays de l'OCDE. Pour toi, il y a quand même des aspects négatifs à l'IA? Ou c'est Oui! que uniquement positif? Ouais. Non, 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 c'est pas du tout uniquement positif, il y a des aspects qui m'inquiètent beaucoup. Mais tous les sujets que j'ai cités, le futur de la démocratie, la distribution de richesses, le futur du travail, notre rapport à la cognition, le vivre ensemble, tout ça, c'est des sujets qui, à l'aune de l'IA, sont potentiellement préoccupants. C'est des pharmacons, c'est-à-dire que, ça peut devenir super, ça peut devenir terrible, et c'est pour ça que comment dire? Refaire politique, au sens avec un grand P, c'est fondamental pour réussir cette transition. Mais du coup, je saute sur le truc parce que tu parles beaucoup de politique, mais le progrès et la vitesse et la fulgurance de la vitesse du progrès voulu par la Silicon Valley et le techno-capitalisme aujourd'hui dépasse en fait la capacité de la société et du politique à pouvoir s'adapter à ces changements-là. Et il y a cette première chose, et une crise de valeur aussi, une crise de pensée politique et de valeur politique, où on arrive sur la fin d'un système, à mon sens. Mais finalement, avec un politique faible ou en recherche ou un peu à l'agonie, j'ai envie de dire, est-ce que le pendant nécessaire à une poursuite d'une démocratie apaisée n'est-il pas complètement en danger et difficile à voir, en fait, tu vois? Franchement, c'est un moment, extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, hein. C'est vraiment un moment, je veux dire, un des grands moments, c'est probablement l'invention de l'électricité. Je pense que là, c'est au moins comparable et probablement supérieur. Personnellement, mais je peux me tromper, hein, je pense que la l'expression de cette technologie, c'est pas sur 2 3 ans, c'est plutôt sur 25 ans, voire plus, quoi. Heu, TCP/IP, ça a été inventé en 1980, ARPANET, en 69. Voilà, on peut dire qu'aujourd'hui internet arrive à sa maturité, donc 55 ans plus tard, quoi. Et je pense qu'on est sur des échelles qui sont, je sais que c'est très, très contrarian de dire ça, ça va contre la pensée commune, mais voilà, on voit que AGI, bah, c'est pas GPT-5, c'est ce que disait Sam Altman il y a 2 ans, hein, il faut se souvenir de ça. Il a dit,
On était à GPT 3.5, il a dit 5, ce sera AGI. Pas du tout AGI, et plutôt on a une barrière forte, on a un plafond de verre fort sur cette technologie. Les modèles de monde, pour parler avec beaucoup de gens qui travaillent dessus chez Offert, ça va être compliqué à développer, hein. Moi, j'étais avec la patronne de ces modèles de monde il y a 3 jours. C'est pas gagné, quoi. Tu fais des belles rencontres, c'est intéressant tout ça. Bon, on aurait pu parler pendant encore, très, très longtemps de tous ces sujets. Hem, on aurait même pu avoir des débats philosophiques. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Comme tu le sais, Gilles, en général, on a une question de l'invité pour le prochain invité, donc il va falloir que tu prépares ta question. Mais sinon, il y a Yann Léger de Coyeb, donc une infrastructure pour, d'IA. Ça fait d'autres sujets, mais nous, on l'a principalement vu sur le côté IA. Il pose la question suivante pour toi: comment tu utilises l'IA dans ton quotidien? Et au-delà de ChatGPT, quel cas d'utilisation euh, as-tu aujourd'hui avec des workflows agentiques? Et c'est un point qui est intéressant, parce que les workflows agentiques, on en parle souvent pour les entreprises, mais est-ce que toi, en tant que personne, tu t'en sers? Alors, j'ai 2 usages de l'IA qui sont marrants. J'ai un usage très simple, c'est que j'ai installé ici dans ma maison, c'est un peu domotisé, donc il y a une centaine d'objets communicants J'étais sûr, c'est un geek. au sein de la maison. Et donc j'ai installé une petite plateforme Arduino, voilà. Et il y avait des scripts qui devenaient un peu compliqués à faire. J'ai mis une petite boucle agentique. Pour être tout à fait franc, j'arrive pas encore très bien à la faire marcher. Voilà. En fait, l'idée, c'est d'avoir un système un peu dynamique que je peux programmer à la voix, en fait. Où je peux dire, bah, en fait, les rideaux, tu vas les fermer plus tard, etc. Gilles, il faudra qu'on vibe code ensemble. On va se faire une séance de vibe coding, Ouais, ces ouais, bah, quatre. en fait, c'est assez marrant parce que mon truc, je pense qu'il est très scalable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'arrive à le faire, T'es en train de remonter une boîte. Tu vas remonter une boîte. je ne sais pas si je vais inventer une boîte, mais quand je vois les plateformes qui existent qui sont très loin de ça, je me dis, mais ça intéresserait probablement des Bah, millions de c'est clair. personnes Ouais, c'est clair. de faire ça. Donc j'ai ça. Euh, c'est un hobby, donc c'est de temps en temps le soir, quand je peux, tout ça. Mais ouais, c'est une vraie boîte. Parce qu'à partir du moment où je suis capable de le faire, franchement, je suis capable de l'encapsuler. Après, il faut réfléchir au modèle d'affaires et tout ça, mais c'est un truc rigolo, quoi. Alors là, comme je le donne à tout le monde, il y a peut-être quelqu'un qui ira plus vite que moi pour le faire. Ouais, tu sais que c'est Mais pas l'idée, l'important c'est l'exécution. On le sait tous, ouais, hein. on est d'accord, on est d'accord. Donc, j'ai ça, et j'ai dans mon équipe, nous, on est une petite équipe, hein, on est quelques personnes là-dessus. Bon, on se rend compte qu'on est de plus en plus amené à traiter des sujets un peu répétitifs, un peu de CRM, de gens qui nous contactent pour différents trucs et tout ça. Et on en parlait, on se disait: «Il faut qu'on mette une petite, logique agentique derrière ça, quoi», parce que, voilà. Top. Et alors, c'est quoi du coup ta question pour le prochain invité? Bah, en fait, moi, ma question, c'est, est-ce qu'on est capable, au niveau de l'écosystème de la French Tech, de faire des choses ensemble? Et en fait, je pose cette question parce que je vois quand même beaucoup de désengage collectif. Là, il y a eu un débat sur, faire une suite open source bureautique. J'ai vu l'écosystème se déchirer, entre, les boîtes de cloud, les boîtes qui amenaient, elles, une de la visioconférence, l'autre, du tableur, et cetera. Mhm, Et mhm. je me suis dit: «Il y a quand même un syndrome village gaulois en France qui fait que c'est dur de gagner tant qu'on n'est pas un peu compassionnel les uns envers les autres, tolérant, et qu'on accepte de donner pour recevoir, voilà. Et j'aimerais bien avoir quelqu'un qui ait réfléchi un peu là-dessus et qui donne son avis. Génial, super sujet. Je rappelle donc Gilles Babinet, un de tes précédents livres, Comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet. Le prochain, donc il y a aussi Green IA, mais le prochain livre, quand est-ce qu'il sort, Gilles, ton prochain livre? Peut-être une date, pas une Heu, date? j'ai déjeuné avec mon éditeur à midi, Ah, qui m'a dit qu'il fallait que je bosse encore, donc je pense que ça sera plutôt février, quoi. ok, plutôt février. Peut-on vivre avec l'IA? Beaucoup de gros enjeux avec Café IA.
Et puis, on te retrouve aussi sur LinkedIn où tu partages pas mal. J'ai été très heureux d'échanger avec toi, Gilles, et bien sûr avec Thomas. Ça aurait pu durer beaucoup, beaucoup plus longtemps. À vous tous qui nous écoutez, tous et toutes, n'hésitez surtout pas, un petit étoile, un petit like, un petit partage, un petit commentaire. À la fois, ça nous fait plaisir, mais ça augmente les features dans les bons algorithmes pour qu'on remonte et qu'on soit encore plus écouté. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Gilles, merci Thomas. Merci Gilles, merci Pierre. Merci, Merci à merci tous. beaucoup.